Le rapport du Conseil de l'Ordre de Paris reproche la souplesse excessive liée au caractère illimité du nombre d'inscriptions en IEJ. Que répondez-vous à cette critique? Il me semble que ça, c'est un faux problème. Parce que quand un étudiant s'inscrit plusieurs fois à l'IEJ sans nécessairement passer l'examen, le plus souvent, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour cela. L'exemple typique, c'est l'étudiant qui est en Master 1, qui veut commencer à préparer cet examen et qui donc s'inscrit à l'IEJ pour suivre les cours. Et cet étudiant, bien évidemment, il va privilégier son Master 1 pour pouvoir avoir un bon dossier pour entrer dans un bon Master 2. Et il est tout à fait possible, une fois arrivé l'été, ils s'aperçoivent qu'il n'a pas pu suivre suffisamment les cours de l'IEJ, que tout le monde fait, il n'est pas prêt, et de ce fait, il ne va pas s'inscrire, il ne va pas se présenter à l'examen. Et ça explique d'ailleurs le fait que si on a presque 2000 étudiants qui sont inscrits à l'IEJ, on en a seulement 1100 qui se présentent à l'examen. La déperdition, elle vient de là. Et pour bien comprendre les enjeux, pourriez-vous nous indiquer combien rapportent ces inscriptions chaque année à l'université? Ces inscriptions ne rapportent pas grand-chose en réalité à l'université, c'est certainement pas une source de profit. Parce que quand un étudiant s'inscrit à l'IEJ, et il va payer les droits d'inscription de l'université tout à fait classiques, plus des droits spécifiques pour l'IEJ qui sont environ de 300 €. Et ces 300 €, eh bien, ça correspond à peu près au coût de l'examen par étudiant. En fait, les droits d'inscription couvrent tout juste nos coûts d'organisation de l'examen. Or, l'étudiant, le fait de payer 300 €, ça va lui donner le droit de passer l'examen, ça lui donne aussi le droit de suivre la formation, tous les cours dispensés par l'IEJ. Ce qui fait que vous voyez, au bout du compte, entre guillemets, c'est pas une bonne affaire pour l'université, loin de là. Ça couvre à peine les coûts d'organisation de l'examen, ça ne va pas au-delà, et ça n'est en aucun cas une source de profit pour les universités. C'est même bien pire pour certains IEJ qui ont des droits d'inscription inférieurs à 300 €. Et est-ce que vous partagez le constat selon lequel il y a aujourd'hui trop d'élèves dans les IEJ parisiens et qu'il est difficile pour le barreau de Paris d'absorber tous ces avocats? Alors ça, je comprends tout à fait le problème que rencontre le barreau de Paris. Ça y est évident qu'ils ont affaire à un flux important d'élèves avocats et un flux qui ne fait qu'augmenter. Et on constate d'ailleurs dans les IEJ qu'il y a une tendance à l'augmentation du nombre d'inscriptions et plus encore, il y a une tendance très forte à l'augmentation du nombre d'étudiants qui se présentent effectivement à l'examen. Donc le problème, il est tout à fait réel. Alors, à tel point d'ailleurs que nous, au sein des gros IEJ, notamment au sein de l'IEJ Paris 2 que je dirige, eh bien, on est obligé de limiter le nombre d'étudiants qui s'inscrivent. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain chiffre. Actuellement, on a environ entre 1800 et 2000 étudiants. Nous sommes au maximum. On ne peut pas en accueillir plus parce qu'après, on ne pourrait pas leur faire passer l'examen dans des conditions normales. Donc c'est vrai qu'il y a un problème important ici de flux qui est réel, qui est lié au fait que la formation d'avocat, la profession d'avocat est une profession attractive qui attire de plus en plus. Ce rapport propose de limiter à 2 le nombre de passages du CRFPA. Qu'en pensez-vous? C'est une possibilité, mais je ne suis pas convaincu par cela, parce que, d'une part, l'examen est déjà un examen sélectif. Les étudiants, pour un bon nombre d'entre eux, ne vont pas réussir le premier cours, et souvent ils vont réussir uniquement lors de leur deuxième tentative. Si on leur dit que cette deuxième tentative, c'est nécessairement la dernière, on va faire peser sur eux une pression psychologique extrêmement importante qui me paraît excessive. En outre, le nombre d'étudiants qui passent l'examen pour la 3e fois, c'est quand même quelque chose d'assez marginal. Donc ça ne me paraît pas extrêmement utile de passer ainsi de 3 passages maximum à 2 seulement. Le rapport demande que soit mis en place un examen unique. Y êtes-vous favorable? Alors, que pensez de l'examen unique? À mon sens, c'est une fausse bonne idée. Parce que si on laisse de côté toutes les difficultés d'organisation que ça va créer, et ces difficultés vont être importantes, aussi bien s'agissant des problèmes de confidentialité que d'avoir l'examen partout au même moment, ça va être très difficile. Si on laisse de côté cela, est-ce que cet examen unique
permet d'aboutir aux résultats souhaités. Le premier résultat auquel on peut songer, c'est le fait d'obtenir une harmonisation des notes, la manière dont les étudiants sont évalués partout. Cette harmonisation, on peut douter qu'on y parvienne, parce qu'il ne suffit pas de donner le même sujet partout pour qu'on aboutisse à harmoniser. Il faut en plus que les étudiants soient corrigés partout de la même manière. Et ça implique, quand on est à l'IUJ Paris 2, ça veut dire qu'on a une double correction, une triple correction, c'est une grosse différence. On fait une péréquation entre tous les binômes de correcteurs. Ce qu'on fait ici à l'IUJ Paris 2 pour 1000 étudiants, il faudra le faire pour toute la France pour 9000 étudiants. Je doute que ce soit réalisable en pratique. Ensuite, si on souhaite, avec un examen national, essayer de diminuer le nombre d'étudiants reçus, là encore, je pense qu'on n'y parviendra pas. Parce que, qu'est-ce qu'on constate actuellement au sein des IEJ? Si on laisse de côté les petits IEJ pour lesquels il n'y a pas assez d'étudiants pour qu'on puisse faire des statistiques. Vous avez d'un côté les gros IEJ qui font passer environ 1 millier d'étudiants et les IEJ de taille moyenne entre 300 à 600. Les gros IEJ ont des taux de réussite toujours supérieurs à 40%, entre 40 et 45. Les IEJ de taille moyenne ont des taux de réussite un peu au-delà de 30%. Et ça, c'est constant chaque année. Alors ça ne tient pas à une volonté particulière des directeurs d'IEJ, de ceux qui donnent les sujets d'examen, c'est tout simplement un résultat statistique. Quand vous faites passer de grosses cohortes d'étudiants, eh bien mécaniquement, vous aboutissez à des taux de réussite qui sont plus élevés. Or, à quoi va-t-on aboutir? Si on a un examen national, on va avoir une dizaine de centres régionaux, et chaque centre régional eh bien, aura 900 000 étudiants à faire passer. Et partout, dans tous ces centres régionaux, vous allez avoir de ce fait, parce qu'on va reproduire ce qui se passe pour les IEJ, on va avoir plus de 40%. Alors aujourd'hui, vous avez en gros 3 gros IEJ au-delà de 40%, tout le reste en dessous, et ça fait diminuer la moyenne nationale. Demain, vous aurez partout plus de 40%. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y aura plus d'étudiants qui seront reçus au bout du compte. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que ce problème de l'examen national dépasse la seule question du sort des avocats. Si vous avez 10 centres régionaux, les étudiants ont forcément tendance à aller se préparer dans les IEJ qui sont dans les villes correspondantes. Et ce qui va se passer, c'est que les IEJ des grandes, entre guillemets, des grandes capitales provinciales, ces IEJ-là vont voir leurs effectifs gonfler, et les petits IEJ, en quelques années, vont disparaître. Comme les IEJ sont des facteurs essentiels d'attraction des facultés de droit, le résultat, c'est que les petites facultés de droit disparaîtront. Alors éventuellement, on peut le souhaiter, on peut se dire, mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir autant de facultés de droit, seulement là, il y a là un problème d'aménagement du territoire qui ne concerne pas seulement les avocats. Il faudrait avoir conscience de tout ce que peut impliquer une telle réforme. Le Conseil de l'Ordre de Paris souhaiterait que les barreaux deviennent responsables de l'organisation de cet examen. Y êtes-vous favorable? Je suis favorable au fait que les avocats participent à l'aspect financier de l'organisation de cet examen. Je comprends tout à fait qu'ils souhaitent intervenir dans l'organisation de cet examen, soit, mais de ce point de vue, la seule chose qui soit vraiment souhaitable, c'est surtout de modifier le contenu de l'examen. Si on veut le rendre plus sélectif, et là c'est essentiel et c'est facile à faire, il faut revoir le contenu de l'examen et il faut sans doute supprimer la dernière épreuve écrite de spécialité. Il faut sans doute supprimer les petits oraux pour se recentrer sur le grand oral, sur le droit des obligations, sur les procédures, la note de synthèse, sur les choses essentielles. Au-delà de l'aspect financier de l'organisation de l'examen, êtes-vous favorable au fait que les barreaux soient responsables de cette organisation? Je préférerais que l'examen demeure organisé par l'université, parce que l'université donne une garantie d'indépendance totale, d'impartialité totale, que ne donnera pas forcément l'organisation par les barreaux, parce que, à tort ou à raison, on pourra toujours suspecter les barreaux d'organiser un numerus clausus déguisé, et une telle suspicion, même si elle est parfaitement erronée, ça n'est pas quelque chose de sain. Il vaudrait mieux que l'examen demeure organisé par les IEJ.